Yes, donc on va commencer ce webinaire. Donc bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui portera sur l'optimisation des campagnes retail média et principalement sur les campagnes Amazon Sponsor Ads du groupe Urgo. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Pierre, j'ai rejoint Artefact il y a environ 2 ans pour opérer en tant que consultant e-retail et aujourd'hui je serai uniquement accompagné de Mira, hein, Thomas ne pouvant malheureusement pas se joindre à nous. Donc Mira, je te laisse te présenter si tu veux. Bonjour à tous, donc Mira Sanali et je suis directrice digitale et e-commerce pour les laboratoires Urgo. Après une déjà longue carrière dans le groupe, puisque ça fait 15 ans que je travaille pour les laboratoires Urgo. Merci Mira. Du coup, ce webinaire est structuré en 3 grandes parties. Dans un premier temps, on va vous présenter brièvement Artefact et Urgo, avant d'enchaîner sur une mise en contexte sur la problématique qu'on a rencontrée lors de la reprise des campagnes Sponsor Ads et vous présenter les solutions qu'on a pu mettre en place. Et enfin, on analysera ensemble les premiers résultats de ces avant de discuter du futur du compte Urgo qu'on a pu imaginer ensemble. Et en dernière partie, on répondra évidemment à vos différentes questions, s'il y en a. Donc, pour faire assez rapide sur Artefact, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil hybride qui mixe à la fois des compétences médias et des compétences data. Concrètement, aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur la partie média parce que c'est le cœur du sujet. Donc, on est environ 400 experts sur la partie média répartis dans le monde entier. Le plus gros pôle se concentrant ici à Paris avec près de 80 experts. Ce département est structuré autour de différentes équipes, chacune spécialisée dans différents domaines. Donc du retail média, du search, du paid social, du display, la programmatique, et ainsi de suite. Et globalement, on essaye de mettre notre expertise en relation avec toute la partie data, l'ADN data d'Artefact, pour enrichir l'accompagnement qu'on propose à nos annonceurs. Et donc, du coup, par exemple, ça nous arrive de missionner des data scientists ou des data analysts lorsqu'on a besoin d'analyser, de structurer des grosses quantités de données, comme ça peut être le cas quand on utilise des outils comme Amazon Marketing Cloud. Ou alors, on peut faire aussi appel à notre agence Créa lorsqu'on a besoin de développer de nouveaux assets pour nos campagnes médias. Maintenant, si on regarde un petit peu plus ce qu'on fait exactement au sein du pôle e-retail, donc on a 4 grandes missions. La première, c'est de pouvoir accompagner les entreprises qui veulent se lancer sur Amazon. Donc l'objectif, c'est de les aider à définir une stratégie adéquate. Donc ça peut être de créer un business model viable avec eux, de sélectionner les différents produits qu'ils auront envie de mettre en avant sur Amazon et aussi les accompagner dans la création de leur compte Amazon Seller. Notre deuxième mission, c'est aussi de pouvoir proposer des formations aux annonceurs avec lesquels on travaille. Ces formations, elles sont en destination des équipes retail, mais aussi des équipes médias. Et elles sont évidemment personnalisables en fonction des besoins. Ensuite, évidemment, on accompagne aussi les annonceurs dans la gestion de leurs campagnes médias, donc les campagnes search, mais aussi les campagnes display, et aussi dans l'optimisation de la partie organique, donc l'optimisation du contenu sur Amazon, donc les fiches produits ou le store notamment. Et enfin, on a aussi développé quelques outils en interne qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et dans l'opération, dans l'optimisation, on va dire, des campagnes médias. Donc, c'est un premier outil qui permet de faire de la veille concurrentielle, donc de suivre à un instant T sur une requête donnée quels sont les annonceurs qui se positionnent. Et un outil qui permet d'optimiser différemment les campagnes, donc on a appelé le scheduler, qui permet tout simplement d'activer ou de mettre en pause certaines campagnes à certaines heures de la journée. Et cet outil vient en fait répondre à un besoin qu'on a pu constater chez beaucoup d'annonceurs, qui était que la plupart des campagnes médias se mettent en pause très tôt dans la journée parce qu'elles n'ont plus de budget. Et donc, on est, grâce à cet outil, capable de pouvoir les activer aux horaires les plus pertinents. Voilà, donc c'était tout pour la partie artefact. Maintenant, je vais laisser la main à Mira qui va vous parler un petit peu de Urgo et de ses enjeux sur le e-commerce. Okay. Urgo, c'est un laboratoire français qui est présent principalement sur la pharmacie, avec 4 marques, Urgo, Premier Soin, Soins Infirmiers, Alvitil, qui sont des compléments alimentaires, Humer, qui est une marque d'ORL, donc pour la toux, le rhume,
en particulier, et Belloc, qui est une marque pour la sphère digestive. Donc, il y a tous les produits qui sont bien connus du grand public, et il y a aussi, depuis quelques années, des produits plus techniques, comme l'exemple du patch règle Urgomoon que j'ai mis sur la slide, et qui sont notamment des innovations. On va être particulièrement intéressé par le canal digital. Le constat qu'on fait depuis quelques années déjà, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, quand ils ont un problème de santé, ils vont toujours voir le pharmacien, c'est vrai, mais ils vont de plus en plus en ligne taper sur Google, sur leur moteur de recherche, verrues, vitamines, mal de gorge. Donc, bon, ça, c'est un constat qui est évident. C'est le cas pour plus de 2/3 des consommateurs. Et aujourd'hui, on fait beaucoup plus confiance aussi à ce qu'on va trouver en ligne et notamment aux interactions qu'on va avoir via le digital, via Internet, notamment avec les téléconsultations. Ce qu'on voit dans le même temps, c'est qu'il y a une demande sur certains produits en e-commerce qui est extrêmement croissante et d'année en année et encore maintenant, et notamment sur les compléments alimentaires et sur la dermocosmétique. Donc ça, ce sont des constats qu'on fait chez Urgo depuis quelques années. Et suite à ça, on s'est fixé 3 objectifs pour pouvoir apporter une réponse à nos consommateurs et pour pouvoir être présent là où le consommateur cherche de l'information. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est que nos marques soient des marques référentes dans la santé en ligne. C'est-à-dire que quand on cherche un problème, par exemple, sur une blessure, une plaie, je me viens de me blesser, que faire? Je tombe sur Urgo. Par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième point, évidemment, c'est un enjeu de conversion, puisque notre objectif, c'est d'apporter du contenu à nos consommateurs, mais également, bien sûr, que nos ventes puissent se développer en lien avec cet apport de contenu, et notamment nos ventes e-commerce. Notre objectif aujourd'hui, c'est que ces ventes e-commerce représentent 10% de nos ventes totales en 2025. Et ensuite, on l'a vu, on développe en parallèle de nos produits best-sellers, produits phares, des produits aussi qui vont avoir une affinité toute particulière avec le digital. Et c'est notre 3e pilier pour notre stratégie digital e-commerce, c'est de pousser ces solutions sur le e-commerce et aussi sur une stratégie d'activation en marketing digital. Donc, on s'est lancé sur Amazon depuis moins de 3 ans, donc depuis 2 ans, en juin 2020. Ça a été une grosse décision puisque historiquement, on est un laboratoire qui est vendu exclusivement sur le canal pharmacie, qui restera notre canal principal. Mais en complément de ce canal principal, on a décidé de proposer nos produits sur Amazon. Les campagnes ont été lancées dans la foulée via une agence en juin 2020 et on a décidé de passer avec Artefact en novembre 2021. Super, merci Mira. Du coup, je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet en commençant par une petite mise en contexte, qu'on vous explique la problématique que l'équipe opérationnelle d'Artefact a constatée en reprenant les campagnes en novembre 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on a repris les campagnes, on s'est aperçu qu'elles avaient été créées à partir du catalogue produit du groupe Urgo. C'est-à-dire que la première étape dans la création de cette campagne, c'était d'identifier les différents produits qui devaient être mis en avant, de les isoler dans des campagnes, et en deuxième étape, de sélectionner les mots-clés qui pourraient convenir à ces différents mots-clés. Donc les mots-clés à acheter, qui permettraient de déclencher, du coup, lors des requêtes des internautes, les campagnes publicitaires. Cette forme de structuration fonctionne très bien quand on veut lancer un compte, mais la problématique, c'est qu'on se rend vite compte qu'on a différents mots-clés, comme ici vitamine C ou vitamine adolescente, qui se retrouvent en doublon au sein des différentes campagnes. Si on prend un peu de recul et qu'on se met à l'échelle du compte, là ici on a pris l'exemple du compte Alvitil pour faire beaucoup plus simple, on se rend compte que c'est près de 50% des mots-clés qui comportaient des doublons, et pour certains d'entre eux, comme on peut le voir ici à droite, c'est jusqu'à 30 doublons, notamment pour les mots-clés marques. Donc ça veut dire jusqu'à 30 campagnes qui contenaient le mot-clé Alvitil, par exemple. Alors, peut-être que du coup, vous allez vous demander pourquoi est-ce que c'est problématique d'avoir plusieurs fois le même mot-clé au sein de la même structure. Le problème, il n'est pas qu'on va créer une autoconcurrence entre nos différents mots-clés, puisqu'il n'y en a qu'un seul mot-clé qui va être déclenché à la fois, donc une seule campagne qui sera déclenchée en fonction de la requête. Mais c'est surtout que du coup, c'est le mot-clé qui aura l'enchère la plus importante qui sera déclenchée en priorité. Et ce mot-clé sera déclenché seul jusqu'à ce que la campagne dans laquelle il se trouve n'ait plus de budget pour diffuser sur la journée. Ensuite, on va passer au deuxième mot-clé, puis au troisième, puis au quatrième, et ainsi de suite.
Du coup, ça complexifie énormément le suivi et l'optimisation des campagnes, puisque créer une certaine orchestration en fonction de l'enchère de chacun des mots-clés en doublon complexifie énormément les choses. Et aussi, le fait d'avoir tout un tas de mots-clés différents dans différentes campagnes implique qu'il y a donc beaucoup de mots-clés, beaucoup de campagnes, et donc une dilution du budget assez conséquente qui, du coup, impacte les performances en général à la baisse. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose aussi, Mira, sur ces structures. Oui, nous, ce qu'on constatait tout bêtement en tapant dans la barre de recherche Amazon, si on mettait Alvitil, on avait un produit un peu de queue de catalogue qui n'était pas du tout le produit qu'on voulait pousser, et on avait l'impression que c'était un peu anarchique, alors que nous, on savait qu'on voulait pousser tel produit en fonction de la saison, etc. Et le fait d'avoir le mot, par exemple, ce que tu disais, le mot Alvitil dans tout notre catalogue, puisque c'est aussi légitime. Quand on tape Alvitil, pour chaque produit, on veut apparaître sur le mot-clé. Ça ne nous permettait pas du tout de prioriser les produits qu'on voulait mettre en avant à un moment donné, quoi. Ouais, c'était beaucoup plus compliqué effectivement d'optimiser, de mettre en avant les produits qui convenaient. Donc du coup, maintenant on va passer, on va dire, à la solution qu'on a pu élaborer, hein, qui est assez simple finalement. C'est tout simplement de faire le process inverse. C'est-à-dire dans un premier temps de sélectionner les différents mots-clés qu'on a envie de cibler, sur lesquels on a envie de se positionner, et en fonction de ces mots-clés, définir les produits du catalogue qu'on a envie de mettre en avant. Voilà. Donc, pas hésiter à sélectionner plusieurs produits au sein de différentes campagnes, et des fois d'avoir même le même produit dans différentes campagnes. C'est pas forcément le plus problématique. L'essentiel, c'était vraiment d'avoir des mots-clés uniques dans chacune des campagnes. Donc, maintenant que je vous partage un petit peu le process de cette restructuration, il était aussi assez simple, hein, il s'est fait en 4 étapes. La première, c'était évidemment de sélectionner ces mots-clés uniques. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a analyser les performances des campagnes sur une période donnée. On s'est fixé un objectif de rentabilité à atteindre pour les différents mots-clés pour pouvoir les sélectionner, et aussi un objectif de volume, hein, de vente que chacun des mots-clés devait réaliser sur une période donnée pour être considéré comme étant un top mot-clé. Le premier critère, hein, sur la rentabilité, il est assez simple à comprendre. Le deuxième est un petit peu plus subtil, tout simplement que, pour vous donner un exemple, un mot-clé qui avait une très forte rentabilité, mais qui n'avait généré qu'une ou deux conversions sur les 90 derniers jours, par exemple, ne pouvait pas être considéré comme un mot-clé performant, parce qu'on n'avait pas assez de données, pas assez de recul pour pouvoir juger de sa pertinence. Donc on avait vraiment besoin d'allier ces deux critères, rentabilité et volume, pour sélectionner ces mots-clés uniques qu'on voulait conserver dans la nouvelle structure. La deuxième étape, c'était de faire exactement le même travail, mais cette fois-ci sur le catalogue produit. Donc de regarder pour chacune des catégories du groupe Urgo et de chacune des marques, hein, sélectionner un top produit en fonction des performances. La troisième étape, c'était du coup de faire un matching entre ces deux bases, hein, et donc d'allier les top produits avec les top mots-clés pour avoir une combinaison pertinente et cohérente et performante pour le compte. La quatrième étape, qui est extrêmement importante, en fait, c'était de faire relire cette structure par Mira et son équipe, tout simplement parce que nous, la structure, comme on l'avait imaginé, se basait uniquement sur la donnée qu'on avait pu analyser. Et donc, du coup, on avait besoin d'apporter une couche sur couche métier, on va dire, à cette structure, puisque ça nous a permis, en fait, d'identifier potentiellement des mots-clés ou des produits qu'on avait oubliés, ou des mots-clés ou produits qui étaient devenus obsolètes, qui n'avaient plus leur place dans le catalogue en 2022. Je ne sais pas si, Mira, tu veux compléter aussi. Oui, puis il y a un enjeu de marge aussi de produits, donc des enjeux un peu internes, des priorités marketing, des priorités de saison, et puis évidemment des priorités de rentabilité de certains produits qu'on veut plus pousser ou d'autres moins. Donc c'est sûr que c'était indispensable d'avoir cette revue des top produits, et puis des top produits par saison aussi de notre part. Voilà. Maintenant, avant de rentrer dans le détail des chiffres, hein, des performances en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, hein, qui sont probablement les éléments qui vous intéressent le plus, c'est quand même important de faire un petit point sur l'avantage que ça a, l'impact que ça a eu, cette restructuration, sur la structure du compte. Donc, on parle toujours ici du compte Alvitil, hein, uniquement. Ce qu'on peut voir, c'est que l'impact, il est conséquent sur le volume de campagne et également le volume de mots-clés, puisqu'on a réduit de près de 70% le volume de campagne, et de près de 90%, plus de 90%, le volume de mots-clés. Donc, il est évident que la structure devient mécaniquement beaucoup plus simple à gérer.
Donc les avantages, on en a compté 3, hein, déjà rien qu'en termes d'efficacité de campagne. Le premier, c'est en temps passé à optimiser. Cette nouvelle structure nous a permis de réduire de moitié le temps passé à optimiser les campagnes au quotidien. Et ce temps passé, évidemment, il est réutilisé pour Urgo, de façon à créer un petit peu plus de valeur dans l'accompagnement d'une agence, en mettant en place de nouveaux projets ou en réalisant d'autres analyses ad hoc, notamment sur la concurrence ou sur les différentes requêtes sur lesquelles on se positionnerait, ou alors d'essayer d'opérer des rotations du catalogue en fonction de la saisonnalité, ou essayer tout simplement de mettre en place différentes promotions sur certains temps forts pour Urgo. Et enfin, le dernier point qui est aussi très important, c'est le gain en efficacité, donc le gain en performance qu'on a pu opérer sur ces campagnes, tout simplement parce que, comme je le disais, vu qu'on a moins de mots-clés et moins de campagnes, on peut allouer plus de budget sur nos top performers, et donc mécaniquement aussi maximiser les performances. Voilà, donc maintenant je vous propose de regarder, de constater un petit peu les premiers résultats de cette restructuration, en commençant par une première analyse sur le chiffre d'affaires incrémental réalisé par rapport à l'année précédente à la même période. Donc ici, ce qu'on constate, c'est que sur le mois d'avril, donc premier mois pendant lequel les campagnes restructurées ont tourné seules, on réalise un gain de chiffre d'affaires de plus 70% par rapport à l'année précédente. Ce qui est important de constater ici, c'est que juste avant ce gain, au mois d'avril, sur le mois de mars, on avait une perte, enfin, les performances étaient toujours positives, mais il y avait une décroissance par rapport au mois de février. Cette décroissance, elle est due au fait que la restructuration ne peut pas être mise en place du jour au lendemain. Elle a besoin d'être intégrée de façon progressive pour ne pas trop impacter les performances à la baisse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a début mars commencé à activer les nouvelles campagnes restructurées en parallèle des anciennes campagnes, donc de l'ancienne structure. Et progressivement, on a réduit le budget alloué aux anciennes campagnes pour prioriser de plus en plus les nouvelles campagnes jusqu'à mettre en pause et ne laisser plus que les nouvelles campagnes au 1er avril. L'objectif, c'était tout simplement en fait, de laisser ces nouvelles campagnes prendre en puissance, gagner en historique, avant de pouvoir les laisser en full autonomie sur le compte. Donc là, c'est vraiment le premier mois de performance, c'est encore tout frais, mais déjà, les performances sont nettement améliorées par rapport à l'année précédente et même par rapport aux 2 mois précédents. Maintenant, si on regarde en fait en termes de rentabilité, parce qu'on pourrait imaginer que si on fait un gain de plus 70% en chiffre d'affaires, forcément, on perd aussi en rentabilité, mais pas forcément. Ici, on a réussi à maintenir le niveau de ROAS au même niveau que l'année dernière en ayant quand même ce gain en chiffre d'affaires. Donc, globalement, nous, on reste assez satisfait et confiant quant à cette restructuration qui, pour l'instant, apporte de très beaux résultats sur la partie advertising. Encore une fois, c'est que le premier mois, donc il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'analyses à faire et d'optimisation sur les mois prochains. Mais déjà, après seulement un mois, on commence à avoir des résultats positifs. Si Mira, tu veux compléter. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est que nous, on a un objectif de ROAS qui est super important et on avait très très peur d'avoir une baisse de rentabilité avec les investissements et les chiffres d'affaires qui augmentent. Donc de constater que ce ROAS il reste ISO, c'est très positif, et évidemment de voir cette croissance de chiffre d'affaires extrêmement positive. Donc une belle croissance de chiffre d'affaires sans perdre de rentabilité, c'est un très beau résultat. Merci. Du coup, maintenant, on va discuter ensemble du futur de ces campagnes. Qu'est-ce qu'on a imaginé pour la suite, puisque la restructuration n'est pas du tout la fin de l'accompagnement d'Artefact pour Urgo. Ce n'est vraiment que le début, en fait. On a identifié deux gros chantiers. Le premier, c'est évidemment de continuer à enrichir cette nouvelle structure avec de nouveaux mots-clés. Donc d'analyser les performances des groupes d'annonces en large et des campagnes automatiques pour découvrir de nouvelles requêtes sur lesquelles on ne se serait pas encore positionné directement, et acheter ces mots-clés du coup en exact dans notre structure pour l'enrichir et continuer à développer les performances. Et la deuxième étape, qui est pour moi aussi très importante, peut-être même encore plus, c'est pour aller beaucoup plus loin, utiliser un leader, donc une technologie tierce développée par d'autres entreprises qu'Amazon, qu'on peut venir plugger à Amazon, qui nous aide en fait à ajouter une surcouche algorithmique au pilotage des campagnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bidders étaient déjà utilisés l'année dernière par l'autre agence qui pilotait les campagnes.
mais on a décidé, quand on a repris le compte, de mettre en pause cet outil, tout simplement parce qu'on était persuadé que les campagnes n'étaient pas suffisamment bien structurées pour que l'outil puisse travailler à son plein potentiel. Donc, on a décidé d'abord de restructurer les campagnes avant d'envisager une nouvelle activation de cet outil pour continuellement aller un petit peu plus loin et venir challenger encore ses performances et essayer d'éclater un peu cet objectif de chiffre d'affaires et de rentabilité qu'on s'est fixé avec Mira. Voilà, globalement, c'était tout pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous laisser quelques secondes pour les adresser si besoin. Je vois qu'il n'y en a pas forcément pour l'instant. Et si je peux rajouter quelque chose, Pierre, ce qu'on note aussi, notamment sur le secteur pharmaceutique, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur Amazon et on va avoir un gros challenge avec une pression concurrentielle qui va être de plus en plus forte. On a vu qu'il nous impacte énormément là, ces dernières semaines. Et ça, je pense que c'est un gros... je suis contente que nos campagnes elles aient été nettoyées et soient propres et qu'on soit bien au carré là-dessus parce qu'on va avoir beaucoup de boulot à faire, notamment sur cette arrivée massive de nouveaux concurrents. Bon, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions pour l'instant. C'est vrai que du coup, pour enchaîner, c'est important d'avoir une structure qui est propre, tout simplement, parce que ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair dans les investissements, de pouvoir analyser beaucoup plus finement les campagnes et du coup être vraiment sûr de l'endroit où on investit réellement notre budget média, vraiment bien structurer cette campagne à cet avantage, en plus de pouvoir mieux optimiser et donc de maximiser les performances. Du coup, dans tous les cas, si jamais vous avez des questions qui viennent a posteriori, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement par mail. Ici, vous pouvez me contacter directement. Je vois qu'il y a une première question. Quel est le ticket d'entrée budget à prévoir pour ce type de campagne? En fait, il n'y a pas forcément besoin d'un budget minimum. Tous les types de budgets peuvent convenir. Ça va vraiment dépendre de l'historique des comptes. On va dire que soit on va partir d'une structure déjà existante et on va pouvoir analyser les données qui ont déjà été récoltées pour créer la nouvelle structure et partir avec le budget tel qu'il était. Il n'y a pas forcément de minimum. Et soit, dans tous les cas, on va créer un compte depuis le début. Et là, forcément, on va avoir besoin d'un petit peu de temps. Ce n'est pas forcément besoin de beaucoup de budget pour se lancer, mais forcément, moins il y a de budget, plus ça va prendre du temps pour pouvoir récolter de la donnée et pouvoir vérifier que la structure qu'on aura mis en place dès le début est bien performante. Voilà, c'est plus cette problématique-là, en fait. Et ça va surtout dépendre aussi de votre catalogue produit, ça va dépendre du secteur d'activité sur lequel on est. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, mais il n'y a vraiment pas forcément de budget minimum. Le budget va juste impacter le temps d'analyse et de création d'historique sur les campagnes. Est-ce qu'on travaille en first party ou en third party? Du coup, globalement, pour l'instant, on opère les campagnes, nous, directement. Et à terme, l'objectif, comme je disais, c'est d'essayer de passer aussi sur un leader qui nous aidera à aller un petit peu plus loin dans le pilotage des campagnes. Donc, déléguer, on va dire, une partie de l'opérationnel à un outil tiers pour gagner en performance. Parce qu'en général, ça c'était déjà quelque chose qui se faisait énormément chez Google et qui commence à se faire de plus en plus sur Amazon. L'automatisation a toujours fait ses preuves et devient de plus en plus performante. Donc nous, on reste chez Artefact persuadés que c'est déjà le présent, enfin c'est l'avenir, mais c'est aussi déjà le présent. Voilà, et que pour rester compétitif, on a besoin d'utiliser ce genre d'outils à terme. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi directement par mail si besoin. Dans tous les cas, la présentation vous sera partagée a posteriori. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà. Et je vous remercie. Voilà, je vais mettre fin du coup au webinaire. Hop. Au revoir à tous. Merci.